Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on aura fait au laboratoire. Vous en aurez fait une petite partie, mais normalement, ce qu'on aurait fait au complet au laboratoire, et vous expliquer le traitement des données que vous allez faire concernant le laboratoire de spectrométrie. Je vais regarder les grandes lignes d'abord, puis ensuite, on va aller voir la grille de correction et le tableau des données. Alors, du point de vue de la théorie que nous allons vérifier, bon, il va y avoir, ce qu'on veut vérifier, c'est le modèle de l'atome de Bohr, les transitions d'orbite à une autre qui donnent des raies d'émission à des longueurs d'onde très précises. On l'aurait fait normalement avec l'hélium et l'hydrogène. Au laboratoire, vous aurez fait seulement avec l'hélium, mais le traitement des données va inclure et l'hélium et l'hydrogène. Bon, avec l'hélium, si vous regardez la théorie ici d'un réseau, la différence de parcours entre les ondes qui passent à travers le réseau, d sin θ égale m lambda. On va regarder le premier ordre d'interférence ou de diffraction à travers la fente, à travers le réseau. Donc, on va avoir d sin θ égale 1 fois lambda. Les lambda pour l'hélium, on va en avoir 4. Il va y avoir 4 longueurs d'onde différentes qu'on va aller regarder. Les longueurs d'onde vont vous être données dans le tableau Excel. Et en ayant, vous allez mesurer, ou notre équipe aura mesuré au laboratoire, les angles θ pour chacune des 4 longueurs d'onde. Donc, vous allez connaître sinus θ et lambda, de quoi dans la première partie, on va déduire la valeur quantitative du pas du réseau, le d qui est donc la distance entre les fentes. Dans la deuxième partie, on aurait alors introduit le tube d'hydrogène et on connaîtrait le d qu'on vient de calculer. On mesurerait les angles θ pour 3 longueurs d'onde et de là, on connaîtrait d, on connaîtrait sin θ, on déduirait les longueurs d'onde pour l'hydrogène. Ensuite de quoi on s'en servirait pour calculer la constante de Planck. Alors, je vais passer rapidement à travers. Vous avez déjà une capsule YouTube qui vous a expliqué les grandes lignes des manipulations, mais juste rapidement. Dans notre spectroscope, on va avoir ici, devant le spectroscope, on va avoir la lampe, soit d'hélium, soit d'hydrogène. Ici, au bout, il y a une fente qui va laisser passer de la lumière. Et après un certain réglage de cette lunette-là, vous allez pouvoir ici, en plaçant votre œil, vous allez voir de façon claire et précise la fente, mais également ensuite la fente du centre qui contient toutes les longueurs d'onde, mais ensuite à chaque autre longueur d'onde précise, en se déplaçant angulairement, on va voir de nouveau la fente, mais traversée par une seule longueur d'onde à la fois. Juste, bon, le réseau, cette pièce-ci serait déposée à cet endroit-là. Juste pour vous illustrer un peu de quoi il est question, lorsqu'on va être au centre, et ce qui va être notre zéro angulaire, ça n'a pas l'obligation d'être zéro sur le goniomètre, mais quand on aura mesuré notre zéro, c'est normalement, dans le fichier que vous allez recevoir, il y aurait la position du réticule à gauche de la fente et à droite de la fente. Et évidemment, le zéro, ça va être la moyenne entre ces deux-là. Au laboratoire, vu qu'on a un temps limité, vous aurez seulement positionné votre goniomètre pour être le plus possible au centre de la fente centrale. On aurait mesuré ensuite chacune des longueurs d'onde. Le violet, pour l'hydrogène, il y aurait un violet, un vert et un rouge. Pour l'hélium, il y en a 4. Il y a 2 verts, mais on prend la plus intense, une jaune et un rouge. Donc, on amène notre télescope, on le tourne pour voir
pour se centrer sur l'une ou l'autre des fentes. Et c'est vraiment comme ça que ça va vous apparaître au laboratoire. Pour mesurer, c'est décrit dans la capsule YouTube sur manipulation spectroscopie, pour mesurer l'angle. On aura déplacé notre télescope. Ce qu'on va voir, c'est sur le goniomètre. Sur le goniomètre, les angles sont entre 0 et 360 degrés. Les angles sont divisés la plus petite division, c'est 0,5 degrés. Mais on veut évidemment aller chercher une plus grande précision que ça. Ça se fait au moyen du vernier. Comment ça fonctionne? Pour le vernier, il y a la ligne de... Le vernier, lui, ses unités sont des minutes. On sait qu'un degré est divisé en 60 minutes, donc un demi-degré est divisé en 30 minutes. Le vernier va nous permettre d'aller trouver à l'intérieur du 0,5 degré, qui est la plus petite division du goniomètre, quelle minute ou combien de minutes on doit rajouter. Or, comment on fonctionne? On trouve l'endroit où le zéro du vernier commence par rapport au goniomètre. Ici, on verrait que le vernier est situé à 1, 2, 3, 4, 5, dépassé 5,5 degrés. On sait donc que la vraie mesure, c'est entre 5,5 et 6 degrés. Alors ensuite, on cherche le premier endroit, l'endroit où une ligne du vernier vient en coïncidence avec une ligne du goniomètre. Ici, on voit que c'est la ligne 1, 2, 3, 4 du vernier. On saurait donc que la mesure de l'angle, c'est 5,5 degrés plus 4 minutes. Ce qui veut dire 5,5 plus 4 divisé par 30. Ça nous permet ici d'aller chercher une précision de l'ordre de 0,02 degrés. Bon, sur ce document ici, que vous allez retrouver dans votre guide des travaux pratiques, c'est tout ce que je voulais discuter. Mais vous allez avoir à le lire pour bien comprendre les manipulations et ce que nous allons faire des données. Je vais aller regarder la grille de correction et je vais peut-être circuler entre la grille de correction et le tableau Excel. Bon, on va vous parler des buts, c'est écrit dans le guide des travaux pratiques. Vous aurez à répondre à 2 questions de théorie, mais rapidement, en moins de 5 lignes. Il ne s'agit pas de me décrire tout ce que vous avez déjà lu sur la question en espérant que je vais trouver ce que je cherche. Vous devez être concis, sinon je vais conclure que vous n'avez pas compris la théorie. OK? Alors, soyons clairs. Deuxième question, vous avez une question sur la méthode scientifique. Je vous avais annoncé qu'il y aurait au moins quelques laboratoires dans lesquels, pour le rapport, vous auriez à étudier de nouveau le document sur la méthode scientifique. Ben, vous avez 2 questions ici. Qu'est-ce que l'approche par induction? Et en quoi, dans cette expérience-là, est-ce qu'on doit conclure que l'induction ne suffit pas toujours en physique? Okay? L'induction, c'est à partir de choses qu'on peut toucher, qui sont pratiquement visibles. Vous irez étudier le document et vous verrez comment adapter votre réponse à cette expérience-ci. Le tableau, détermination du pas du réseau, ensuite détermination des longueurs d'onde de l'hydrogène et ensuite calcul de la constante de Planck. Je vais aller au tableau Excel. Bon, dans le fichier que vous allez recevoir, au laboratoire, ce n'est pas ce que vous aurez fait, mais dans le fichier que vous allez recevoir, la première étape, c'est de déterminer notre zéro. Je rappelle, sur le goniomètre, ça peut être n'importe quel angle, OK? Mais on va déterminer c'est quel angle qui va être notre zéro de référence, parce que les θ ensuite ne sont pas ceux sur le goniomètre, c'est par combien on s'éloigne de notre référence, de notre zéro. Or, vous aurez un chiffre à gauche de la fente. On déplace le petit réticule, vous l'aurez
observer au laboratoire en regardant à travers la lunette. Vous allez voir un réticule, c'est-à-dire une croix noire. Vous regardez à gauche, on l'aura positionné à gauche, ensuite on le déplace de quelques minutes à peine à droite et on va faire l'angle, le zéro, qui va être évidemment obtenu par la moyenne des deux et vous calculerez l'incertitude. On vous donne ici les 4 longueurs d'onde. Le violet, la verte la plus intense, ensuite la jaune et puis la rouge. Okay? Et encore là, vous aurez à gauche la fente, à droite la fente. On fait la moyenne de l'angle, mais faites attention. L'angle qui est ici, ce n'est pas l'angle du goniomètre. Ici, vous pouvez mettre l'angle du goniomètre, mais l'angle que vous allez mettre pour la longueur d'onde, ça va être le goniomètre moins le zéro, référencé au zéro. Vous arrangez pour que ce soit un angle positif avec l'incertitude. Le pas du réseau. Okay? Le pas du réseau, on a notre équation D sinus θ égale lambda. Vous connaissez lambda, vous venez de mesurer θ, vous allez calculer D, le pas du réseau. Maintenant, pour son incertitude, je vais retourner à la grille de correction. L'incertitude, l'incertitude sur le pas du réseau va être obtenue par calcul différentiel pour les valeurs de D intermédiaires et par l'écart max pour la constante moyenne. Je vais revenir au tableau. Donc, l'incertitude sur D par calcul différentiel, comme vous avez appris à le faire. Ici, l'incertitude sur le D va être par une formule qui fait le calcul différentiel sur D, D égale ce lambda divisé par le sinus θ. Vous devez appliquer le calcul différentiel en tenant compte que dans votre guide des travaux pratiques, on vous indique que sur chacune de ces longueurs d'onde-là, il y a une incertitude. Vous la trouverez, je pense que c'est 0,1 nanomètre, mais vous regarderez dans le guide des travaux pratiques. Donc ici, c'est par calcul différentiel, mais pour celui-ci, vous faites la moyenne des 4D et pour son incertitude, ben, on applique la méthode des extrêmes à ces 4-là. Okay? Donc l'incertitude ici, c'est par la méthode des extrêmes. Ici, si vous regardez, vous avez une valeur de D avec plus ou moins. Donc, en réalité, chacune de ces lignes-là contient 3 valeurs de D. La valeur nominale, la valeur min et la valeur max. Vous avez donc 3, 6, 9, 12 valeurs de D. Ici, ça va être l'écart max entre ces 12 valeurs-là. La max moins la min divisé par 2. Voici, c'est ce que je décris ici par l'écart max pour la constante d'appareil moyenne. Oui, l'incertitude sur les longueurs d'onde que je vous donne est de plus ou moins 0,1 nanomètre. Bon, ensuite, on passe au calcul des longueurs d'onde de l'hydrogène en se servant de la valeur de D qu'on vient de calculer. Je retourne au tableau Excel. Or ici, vous auriez mesuré au laboratoire. C'est très difficile parce que pour l'hydrogène, les intensités sont très faibles. C'est pour ça que pour vous, on a limité à seulement l'hélium pour qu'on puisse faire ces mesures-là dans le temps prescrit. Ben, vous recevriez pour chacune des longueurs d'onde le rouge, le vert et le violet, je pense bien. Vous recevrez à gauche, à droite, et ainsi de suite. On fait la moyenne. Ici, pour le lambda, on doit calculer à partir du d sin θ égale 1 fois lambda. Ben, cette fois-ci, c'est le lambda qu'on veut calculer. Avec notre calcul de d, le θ mesuré, on calcule quelle est la longueur d'onde. Je les compare, c'est censé être proche de 434, ce que vous allez trouver, ou de 486 ou de 656. L'incertitude sur lambda va être obtenue au moyen du calcul différentiel. Je reviens ici. L'incertitude
on calcule lambda et l'incertitude par calcul différentiel. Vous allez ensuite comparer, et à chaque fois qu'on fait le calcul différentiel, on fait les incertitudes relatives par paramètre, et ainsi de suite. On n'oublie pas ça, même si ce n'est pas inscrit nommément ici, c'est toujours la méthode qu'on applique. Vous allez ensuite comparer les longueurs d'onde de lambda, de l'hydrogène, avec celles qu'on vous donne dans le guide des travaux pratiques, enfin celles que je vous ai données dans le tableau. OK? Et en prenant que pour ces longueurs d'onde-là, il y a plus ou moins 0,1 nanomètre, et vous comparez, et vous allez discuter ici les causes de votre incertitude. Vous allez dire, est-ce qu'elles sont compatibles, les longueurs d'onde mesurées avec celles de l'hydrogène qu'on vous donne, et vous allez discuter les sources d'erreur, celles que vous auriez calculées ici et ici, les incertitudes relatives. Alors, je reviens au tableau, juste pour être sûr qu'on n'a rien oublié. OK, maintenant, dernier point, on va avoir à calculer la constante de Planck. OK. Alors, vous allez donc calculer la constante de Planck. Je vais revenir au tableau juste après. En appliquant l'équation 12.16 de votre manuel, on va prendre cette équation. Vous allez utiliser les numéros de transition que je vous donne et vous allez calculer la constante de Planck. Pour les longueurs d'onde de l'hydrogène, les longueurs d'onde ont une incertitude. Donc, vous avez, pour chaque longueur d'onde, vous allez avoir 3 valeurs de constante de Planck. Et sur la valeur moyenne, la moitié de l'écart entre toutes ces valeurs possibles. Je reviens au tableau pour expliciter ça. Dans chacune de ces transitions-là, il s'agit de revenir à n' égale 2. On part de 5 à 2, de 4 à 2, de 3 à 2. Donc, cette longueur d'onde-là, avec son incertitude, va vous donner ici une valeur. Vous avez une longueur d'onde de base et vous avez une valeur de la constante de Planck. Son incertitude est calculée en regardant. En fait, ici, vous trouvez avoir 3 longueurs d'onde. Vous avez la longueur d'onde calculée et le min et le max. Vous avez donc 3 longueurs d'onde. Vous calculez 3 constantes de Planck. Vous prenez la moyenne, celle qui était donnée par la valeur de l'angle, et plus ou moins l'incertitude. Donc, pour chacune des longueurs d'onde, vous avez 3 valeurs de Planck, de la constante de Planck. Vous avez donc 3, 6, 9 valeurs de constante de Planck. Ici, vous allez mettre la moyenne pour Planck et votre incertitude, ben, ça va être le min et le max de ces 9 valeurs-là. Or, ceci complète la présentation que je voulais vous faire de comment vous allez traiter les données que vous allez recevoir. Je répète qu'au laboratoire, étant donné la situation spéciale dans laquelle on est, et que vous allez travailler de façon individuelle, pour m'assurer que vous ayez eu le temps de comprendre les manipulations, ben, j'ai réduit. Vous allez travailler seulement avec l'hélium, qui est facile. Les longueurs d'onde sont faciles à identifier, mais vous allez apprendre quel était le fondement quels étaient les fondements de cette expérience-là, la façon de prendre des mesures avec un vernier, et ainsi de suite. Et vous allez avoir la chance de voir le spectre d'émission de l'hélium. Cette expérience-là est le genre d'expérience qui ont mené au début de la théorie quantique, une des révolutions de la physique moderne. OK, alors je complète ici.